Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Midi-Livre. On a fait relâche la semaine dernière, j'espère que vous allez être de retour en grand nombre. Je salue déjà les premières personnes qui se sont jointes à nous. Alors, on a Marianne Lachance, Karine Veilleux, des fidèles, Paul Dubois également, Solange Girard-Trichard. Alors, je les salue. Vous remarquez qu'on a changé de décor, c'est temporaire. Nous serons de retour la semaine prochaine dans la salle, dans le studio d'enregistrement qui nous sert aussi de salle de cours chez Communication Jean Malo. On est en train de réaménager des petites choses. Donc, l'acoustique ne sera pas aussi bon qu'à l'habitude, mais vous vous ennuierez pas, je vous le promets. Mon invité de la semaine est déjà venu il y a quelques semaines. Il était venu nous parler du livre de la biographie du géant ferré. J'ai eu le goût de jaser d'un autre sujet avec lui. Je l'avais annoncé déjà précédemment. Je salue Ginette Derry qui est là, Alex Paquette-Vien, Grégoire Lessard également, Josiane Lucien qui s'est jointe à nous. Bonjour, belle Josiane. Alors, très content de vous avoir ici. J'admets mon invité immédiatement et on va discuter, non pas d'un livre cette semaine, on est en version estivale, je vais vous parler d'un DVD, d'un documentaire, d'un docu-film qui m'a tellement renversé il y a quelques mois qu'il y a longtemps que j'ai le goût de vous en parler. Alors, je l'invite à se joindre. Mon ami Mark Bryson. Bonjour, M. Bryson. Comme à l'habitude, on va ajuster le son. Est-ce que vous m'entendez? Je m'entends très, très bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, ça va très bien. Comment ça va, M. Bryson? Ça va excessivement bien. Ah bon, ben tant mieux. Vous arrivez d'une semaine de vacances, il faut le dire. Oui, une petite semaine de vacances pour un peu décrocher, rattraper des heures de sommeil, puis ça a fait le plus grand bien. On a fait les travaux autour de la maison. Bref, tout ce qu'on a pu réussir à faire, on l'a fait, sans toutefois quitter et aller à l'extérieur ou quoi que ce soit. Mais c'était très agréable puis très réparateur. Écoute, des travaux de rénovation chez vous, ça fait plaisir à quelqu'un et je veux la nommer. Il s'agit de Martine HB. C'est une de mes amies qui travaille chez Canac et qui te voit souvent, ainsi que la rétilante, votre charmante épouse. Et comme vous êtes son idole, bien, toujours contente que vous fassiez des rénaux parce que ça lui permet de vous voir souvent. Alors... Je vais mentionner que ce n'est pas moi, Jeannet, qui fait les rénaux. Je les fais faire, mais je supervise de très belle manière. Un vrai gars de communication. C'est ça, un gars qui n'est pas capable de planter un clou. Non, c'est ça, ça me console un peu. Écoute, Marc, j'ai mentionné d'entrée de jeu que tu étais venu commenter la biographie du géant ferré. Et à la fin de notre chronique, il y a quelques semaines, j'ai dit il faut absolument que je te parle de quelque chose. J'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un il y a quelques mois, autour de l'automne dernier, automne 2019. Je suis allé voir un film qui était plus un documentaire sur Bob Bissonnette. Oui. Bob Bissonnette, et puis mea culpa, là, je m'excuse auprès des milliers de fans, mais moi, je ne connaissais pas ce gars-là. Je connaissais la chanson Chris Chelios, comme tout le monde. Là, je l'avais entendu, je l'avais vu sur YouTube, mais je ne connaissais pas l'individu. Et je suis entré à la maison du cinéma. Il avait décidé de diffuser ce documentaire-là dans une des plus grandes salles. Et sur le coup, je dis, voyons, ils sont fous. Il n'y aura pas personne là. Tu sais, un documentaire, ça n'intéresse pas grand monde habituellement. Et là, ça s'est mis à se remplir. Les gens rentraient en famille, des enfants, des adultes, des gens plus âgés, mais avec des T-shirts, des slogans comme gorgés. Là, je ne comprenais rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin du film, tout le monde disait, on s'en va à Cage au Sport, on s'en va. Et là, c'est quoi cette histoire-là? Mais j'ai été renversé par ce film-là et je vais juste montrer l'affiche du film pour que les gens la voient bien. Alors, Bob Bissonnette, Rockstar, puis pas à peu près, c'est un film de Bruno Lachance. C'est celui qui a réalisé, je pense, la totalité de ses clips, ou au moins la grande majorité de ses vidéoclips, parce qu'après, je suis allé me documenter sur ce gars-là. Mm-hmm. Pourquoi je t'ai invité? C'est que le gars a eu une belle carrière junior. Un batailleur, c'est un gars robuste, qui n'était pas un choix de première ronde, loin de là, qui a été sélectionné, je ne me souviens pas en quelle ronde, par les Olympiques. À ce moment-là, c'était-tu les Olympiques de Hull? C'était les Olympiques de Hull. C'était les Olympiques de Hull. On parle de quelles années environ? Sa première saison, 98-99. OK. 98-99.
Le gars est sélectionné, c'est Claude Julien, je pense, à ce moment-là, qui est l'entraîneur des Olympiques. Ouais. Et j'en reviens pas de ce personnage-là, qui n'est pas le gars le plus talentueux, qui n'a pas un bon coup de patin, qui est là, pendant le camp d'entraînement, qui s'est battu un nombre incalculable de fois. Mais si vous allez voir la bande-annonce du film, vous allez entendre Maxime Talbot, qui était son coéquipier. Tu sais, le gars a gagné des Coupes Stanley à Pittsburgh après, mais qui a dit, quand Bob Bissonnette a été échangé, je pense lors de la 3e année, 4e année, il dit, ça a été un des moments marquants de ma carrière. Et tu as un gars comme Bruno Gervais, qui était le capitaine du Titan d'Acadie Batters, qui dit quand il est arrivé avec nous autres, c'est devenu instantanément l'âme de l'équipe. C'est un gars qui sortait de l'ordinaire et toi, tu l'as côtoyé un peu. Oui, ben moi, j'ai été avec les Olympiques de Hull pour 2 saisons comme descripteur, 2001 et 2001-2002. Et il a été là ces 2 années-là avant d'être échangé au Titan d'Acadie Batters. Et puis, Bob Bissonnette, on l'appelait à l'époque Roberto avant qu'il devienne une rockstar. C'est là qu'il a opté pour le nom Bob Bissonnette, Bob tout court. Mais Roberto, c'était le bout en train de cette formation-là, le gars qui rendait tout le monde de bonne humeur. Mais sur la patinoire, c'était tout un leader. Ce n'est pas un gars qui avait énormément de talent, comme tu l'as dit tantôt, mais c'est un gars qui reculait devant absolument rien. C'était un tank et il pouvait aussi bien laisser tomber les gants contre un gars qui faisait 6 pieds 4, 6 pieds 5. Et lui, pourtant, c'est 5 pieds 11, 201 livres. C'est pas un petit gars, mais c'était pas un colosse non plus. Et disons que c'était l'époque aussi où on avait besoin d'une étincelle dans un match, que le vent puisse changer de bord. On utilisait un dur à cuire, puis c'était le rôle de Bob Bissonnette de faire ça à cette époque-là. Puis il le faisait tellement bien. Puis à un moment donné aussi, il y avait un certain talent. Alors, tu pouvais le greffer comme élément robuste avec d'autres joueurs de talent et ça pouvait provoquer des choses fort intéressantes. De sorte qu'il y a eu une saison où il a compté 31 buts parce qu'il y avait à ses côtés un certain Aleš Chemsky qui a joué pour les Oilers d'Edmonton et qui a terminé sa carrière avec le Canadien. Alors, Bob, c'était un peu tout ça. C'était, disons, un paquet, c'était un emballage complet, mettons, en termes de hockey. Mais c'est un gars, c'est incroyable, qui, partout où il est passé, l'impression qu'il laissait personne indifférent. Il devenait le centre d'attraction quand il arrivait quelque part. Oui, c'était vraiment ce genre de gars-là. Sa carrière musicale, je sais qu'il grattait la guitare. On l'a vu dans le documentaire chez lui, dans la région de Québec et tout ça. Mais dans l'entourage de l'équipe, à part ce qu'il pouvait peut-être faire dans sa famille de pension, il ne laissait pas paraître ce petit côté-là de lui dans l'autobus ou sur la route quand on l'accompagnait et tout ça. Mais effectivement, c'est un gars qui était aimé de tous et qui, comme tu dis, laissait personne indifférent de par sa bonne humeur, de par son entrain et aussi son esprit d'entrepreneuriat. On a pu le voir par la suite. Incroyable. Quand il est devenu musicien et entrepreneur. Puis tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il touchait, que ce soit dans le monde du hockey ou par la suite, bien, ça fonctionnait très bien. Bien, ce gars-là a été un joueur d'énergie junior, mais il a été un joueur d'énergie partout où il est passé par la suite dans sa carrière. Et quand je dis que c'est un gars qui sort de l'ordinaire, on a tous un peu l'image du joueur de hockey batailleur puis unidimensionnel. Roberto Bissonnette avait fait 9 ans de violon. C'est un gars qui a appris le violon. C'est un gars qui avait des notes académiques qui étaient exceptionnelles, qui a fait l'université, qui a même pu se rendre à la maîtrise. Il n'a pas eu le temps de la compléter. Mais c'est un gars qui était hyper discipliné, vraiment sérieux dans ce qu'il faisait. Très, très sérieux. Puis quand il a décidé d'entreprendre une carrière musicale, il a eu besoin d'aide financièrement. Il a eu l'aide de son bon ami Maxime Talbot. Puis habituellement, quand il demande de l'aide ou qu'il demande quelque chose, c'est certain que Bob va s'en souvenir et tout ça. Et il avait dit à Maxime Talbot, écoute, je vais te le remettre, je te le jure, puis tu vas voir, ça va fonctionner. Puis ça a fonctionné effectivement. Il était convaincu que ce bout-là de sa carrière, sa nouvelle carrière de chansonnier et de chanteur, que ça allait fonctionner. Puis la seule chose que j'ai trouvé peut-être un peu plate pour lui, un peu désolant, c'est que l'industrie de la musique au Québec n'a pas embarqué dans l'effet Bob Bissonnette, n'a pas eu le temps d'antenne qu'il aurait pu avoir dans les radios, a fait la voix, il a fait les auditions pour la voix. Ils ne l'ont pas pris au sérieux là non plus.
Puis par la suite, il s'est dit, ben c'est pas grave, moi, je vais vous montrer que ça fonctionne puis que ça fait plaisir aux gens. On a vu à quel point ça faisait effectivement plaisir. Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus de ce film-là, de cet individu-là, c'est, moi, là, je ne fais pas partie de la clique. À la disque, on ne me reconnaîtra jamais. D'ailleurs, quand il est décédé, ça, c'est incroyable parce que si vous avez une chance de vous procurer le DVD, moi, je l'ai, je suis allé le chercher. C'est moins de 20 $ taxes incluses. Là. Allez chercher en bas, il y en a des copies et c'est un film sur la vie, sur le leadership. C'est un film sur comment valoriser les autres autour de soi. C'est incroyable. Et tu as un gars comme Jean-Charles Lajoie qui l'avait engagé au Festival de Cowansville pour jouer. Ouais. Il dit, tu sais, à la disque, quand il est décédé, on monte toujours l'année suivante nos disparus. Et Bob Bissonnette n'a même pas été montré au Gala de la disque. Il dit, moi, j'en reviens pas de ça, alors qu'il faisait déplacer des foules, ce gars-là, et des milliers de personnes qui se déplaçaient pour l'entendre. 4 ans plus tard, il est décédé il y a 4 ans. L'impression qu'il est plus vivant que jamais parce que les jeunes écoutent ça. Ils ont besoin d'avoir les disques, ils téléchargent les vidéos qui ont été vues des millions de fois. Ça se compte même pas par milliers, là. C'est incroyable, le phénomène. C'est un rassembleur, c'est un gars de gang, c'est un gars de party. Tous les festivals auxquels il a participé, c'est des records de foule, c'est des records de vente de bière lors de ces événements-là aussi. Il est venu très, très souvent se donner en spectacle à Sherbrooke. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de me déplacer. J'avais toujours autre chose, mais il a été souvent en spectacle à la Petite Grenouille, au centre-ville. Je sais qu'il a donné une année, il était avec l'organisation du tournoi de deck hockey acide lactique. Il était en spectacle au pub La Cachette à l'époque. Ah oui. Lui, il se déplaçait partout. Puis surtout quand il y avait un petit côté hockey qui était associé à ça, il aimait bien ça. Puis c'était un très bon musicien, un bon chansonnier, puis un gars intelligent, un gars de marketing, les T-shirts qu'il a vendus, puis tous les objets, puis ça continue de se vendre comme ça se peut même pas. C'est comme tu as dit tantôt, c'est comme s'il était toujours vivant après 4 ans. C'est incroyable. Je discutais avec quelqu'un le week-end dernier à Thetford Mines, un gars qui est musicien, et je lui dis, il faut que tu écoutes ça. Il dit, moi, je n'étais pas tellement près de ses chansons, de son répertoire, mais j'ai dit, avoue que c'est quelqu'un qui laissait personne indifférent. Et il me dit qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un cover, quelqu'un qui fait du Bob Bissonnette avec un groupe dans ce coin-là, et même il lui ressemble. Et il dit, quand il fait des spectacles, là, on parle d'avant le COVID, là, il dit, c'est bondé de gens. Donc, le répertoire des chansons de Bob Bissonnette, on dirait que ça va traverser, ça lui survit. Et il y a quelqu'un qui a compris que ça marchait, cette affaire-là. Et puis, les foules se déplacent encore. On dirait qu'il y a plein de gens nostalgiques. Et c'est ce que j'ai vu au cinéma à Sherbrooke. Ouais. Et dans les premières à Québec, à Montréal, c'était plein aussi là, pour le lancement de ce film-là. C'est assez incroyable, Bob Bissonnette, ce qu'il a pu avoir comme effet sur les gens. Tu m'excuseras, Jannick, il faut que je me déplace parce que je suis à la maison, j'ai des chiens qui demandent à la porte et qui veulent rentrer. Puis étant tout seul à la maison, c'est moi qui ai préposé à ça. Alors, tu sais, la vie continue. Mais tout ça pour dire que Bob, c'était vraiment quelqu'un de très, très spécial. Son implication aussi avec les Capitales de Québec, dont il était actionnaire, c'était une autre passion. Il y avait bien sûr le hockey, mais il y avait le baseball. Puis, tu sais, il l'a montré aussi, cette passion-là, dans plusieurs chansons, celle sur Éric Gagné, Game oui. tout ça. Alors, quand il a pu donner son coup de main avec les Capitales de Québec, d'abord, il a donné son spectacle pendant ou après les matchs des Capitales. Et par la suite, ils ont tellement aimé l'effet Bob Bissonnette et ce que ce gars-là apportait. Ils l'ont pris comme actionnaire. Qu'ils l'ont pris comme actionnaire. C'est incroyable. C'est un gars qui est apprécié à tous les niveaux. Vraiment, et ça, c'est ce qu'il faut tenir un peu de ce... tu parlais de ses qualités de rassembleur. Ouais. Dans ses vidéoclips, il tenait toujours à avoir des gens connus. Il y a plein de joueurs de hockey qui se sont prêtés au jeu. Là. Je regardais la vidéo de mettre du tape sur ta palette. Tu as Pierre Sévigny, David Desharnais, tu as André Roy qui a joué dans d'autres vidéos. Je pense que Larac était là, Brashear. Tu avais plein de joueurs de hockey, même le Doc Mayou, à un moment donné, qui est dans une vidéo sur la barbe de série. C'est hallucinant comment ce gars-là réussissait à attirer des gens dans ses projets, mais qu'il était très reconnaissant aussi. Tu sais, Maxime Talbot a prêté des sous à Bob Bissonnette pour son premier, tu l'as mentionné, son premier disque.
Et il lui a dit, je vais te remettre ça dans un an si je m'entends le disque. 6 mois après, il lui a remis, mais il lui a écrit une lettre à la main. Et ça, Maxime Talbot le mentionne avec beaucoup d'émotion dans le film. Et tu vois qu'il est au bord des larmes et en disant qui fait ça dans la vie, écrire une lettre à la main aujourd'hui. Alors, c'est un gars qui sortait de l'ordinaire dans sa façon d'agir avec les autres aussi. Oui, c'est un gars, Jannick, qui était authentique et c'est ce que les gens aimaient de lui. C'est un gars qui s'émerveillait devant à peu près n'importe quoi. Ce caractère bon enfant, c'était ça, Bob Bissonnette. Il faut absolument que je conte une anecdote du temps des Olympiques de Hull, parce que il en parle dans quelques-unes de ses chansons, mais c'était un fan des Red Wings de Détroit de l'époque et d'un certain joueur qui s'appelait Darren McCarty, qui était un joueur qui était très physique, qui se battait, qui pouvait compter des buts aussi, mais c'était un gars de quatrième trio, un peu à l'image d'un Bob Bissonnette. Oui. Et avec les Red Wings de Détroit, à l'époque, un ancien coéquipier des Olympiques de Hull était maintenant avec les Red Wings, le défenseur Gary Fisher. Fisher, qui n'a pas joué très longtemps parce qu'il a eu des problèmes cardiaques, il a dû se retirer, mais il est encore à l'emploi des Red Wings de Détroit. Et moi, à l'époque, je faisais les matchs des Olympiques de Hull, mais également des Sénateurs d'Ottawa. Alors, j'allais sur la route avec les Sénateurs et avec les Olympiques. Et quand Bob a su que je m'en allais à Détroit faire un match des Sénateurs contre les Red Wings, il m'a dit, il faut absolument que tu me trouves quelque chose pour faire signer Darren McCarty. Moi, un coup rendu à Détroit, j'étais allé à la pratique le matin et je suis allé voir Gary Fisher et j'avais apporté un petit quelque chose, un fanion. Moi, j'avais dit, est-ce que tu peux faire signer Darren McCarty? Et il était revenu après la pratique. Mieux que ça, il était arrivé avec une palette de bâtons. Les bâtons étaient interchangeables, les palettes à l'époque. Une palette de bois Easton. Il avait fait signer Darren McCarty. To my friend Bob, can't wait to see you in the NHL, et ainsi de suite, Darren McCarty. J'avais rapporté ça à Bob Bissonnette, là, et il avait les yeux pleins d'eau. Il était au bord des larmes tellement qu'il était content. Et quand je dis qu'il s'émerveillait devant pas mal n'importe quoi, c'était ça, Bob Bissonnette. C'était ça, son petit côté authentique que les gens aimaient et qui aiment encore. Malheureusement, il n'est plus avec nous, mais on aime tout ce qui a trait à Bob Bissonnette encore. Le côté reconnaissant du gars, puis ça revient beaucoup. Tu sais, ça revient beaucoup. Autre chose, et il y a une séquence dans ce film-là qui est hallucinante. Le gars s'en va en Suisse et c'est incroyable parce que tu sais, les Français, les Suisses ont de la difficulté à nous comprendre, mais là, les enfants savaient les paroles des chansons par cœur de Bob Bissonnette. Les filles avaient des sous-vêtements Bob Bissonnette. C'était hallucinant. Puis ils passaient à la télé là-bas, puis ils le présentaient comme une rock star, alors qu'au Québec, sans dire qu'il n'était pas connu, mais il n'était pas accepté de la clique ou de l'industrie du spectacle. Alors, c'est vraiment particulier, ça. Ah oui, le fait d'être allé en Europe et de se retrouver en spectacle et que tout le monde connaissait les paroles des chansons, ça, c'est un choc culturel que tu as à ce moment-là quand tu dis, c'est certain qu'ils ne me connaissent pas, je vais aller essayer de me faire les dents là-bas, mais probablement que je vais me casser la gueule. Puis au contraire, il y a eu un succès absolument époustouflant. Et moi, ça m'amène à penser, j'aurais bien aimé ça, savoir jusqu'où Bob Bissonnette aurait pu se rendre. Mais c'est un gars qui avait plein de talent. Il était toujours disponible. Je me souviens la dernière année où j'avais une émission en fin d'après-midi au 107.7. Je lui avais demandé, c'était pendant les séries, écoute, est-ce qu'on peut se parler? J'aimerais ça que tu me commentes les séries. Je sais que tu regardes ça. Puis il y avait le hockey senior aussi qui suivait, Thetford Mines de Saint-François à l'époque. Alors, on m'avait dit, oh, oui, pas de problème. Puis je l'avais eu pendant quelques semaines. Il était tout le temps disponible. Je l'appelais chez lui, puis on faisait 5, 6, 7 minutes ensemble. Puis ça, j'en garde d'excellents souvenirs. D'ailleurs, il avait fait une identification de station. Ici, Bob Bissonnette, le King des Kings. Vous écoutez Mark Bryson au 107.7. Puis ça, je l'ai conservé, puis je pense que je vais le conserver. Ah oui, vraiment? Moi, j'ai gardé. C'est un gars qui carburait à l'amour du public parce que tu le vois sur scène et à un moment donné, tu as sa famille qui dit on ne sait pas combien de temps ça aurait duré encore, dans le sens où physiquement, tu sais, le gars ingurgitait une quantité d'alcool assez importante pendant ces temps. On connaît la vie des chansonniers quand même, là. Et le gars avait beau s'entraîner le matin, c'est un gars qui avait quand même beaucoup de rigueur, mais à un moment donné, c'est... Je ne sais pas si tu as remarqué dans ce film-là, mais il y a beaucoup de réflexes d'un gars qui, on dirait qu'il se doute qu'il ne vivra pas longtemps. Le réflexe d'un gars qui
il va à fond la caisse. On parlait du géant Ferry il y a quelques semaines. Et c'est un peu la même affaire. C'est un gars qui vivait à fond la caisse, qui était difficile à suivre. Même dans son équipe, les gens disaient, mon Dieu, il y a trop d'idées. Ce gars-là, ça n'a pas de bon sens, ça bouillonne. Puis il y avait cette urgence-là de réaliser des projets sans arrêt. Un peu comme s'il sentait que... et il a fini comme une rockstar, finalement. Tu sais, accident d'hélicoptère. Même ta mort n'est pas banale. J'ai l'impression, tu sais, tu parles de tout ça, puis de la façon qu'il a vécu à 100 000 à l'heure, puis on dirait qu'il savait consciemment qu'il allait se passer de quoi, l'accident d'hélicoptère. Je pense que tous les éléments sont là pour qu'un cinéaste, autre que celui qui vient de faire là, le documentaire, qu'on puisse en faire un vrai film. Parce que c'est vraiment un conte de fées. Tu sais, il y a des acteurs importants dans la vie de Bob Bissonnette. Tu as parlé de Claude Julien tantôt, tu as parlé de Maxime Talbot. Je pense que les éléments sont tous là pour qu'on puisse avoir à tout le moins une télésérie ou un téléfilm du genre pour Bob Bissonnette, pour honorer sa carrière et ce qu'il a pu apporter. Puis, c'est étrange parce qu'on a l'impression, on a dit tantôt, on a l'impression qu'il est encore là. Puis, en allant vérifier sur HockeyDB pour ses statistiques ce matin, je me rends compte que pour eux, il est encore vivant parce qu'on le met à 35 ans. OK. C'est ça. Incroyable. Ouais, mais c'est un gars, moi, j'ai voulu savoir contre qui avait été échangé parce que quand on l'a échangé, j'imagine que les Olympiques étaient en reconstruction, en tout cas, s'ils l'ont échangé. Et, tu sais, c'est un gars qui a été repêché loin, junior, mais qui a été échangé, puis il y a eu un choix de première ronde impliqué dans cette transaction-là. Tu sais, j'ai dit, c'est incroyable comment le gars s'est lui-même donné de la valeur. Et quand il est arrivé à Bathurst, Bruno Gervais dit, ça a tout changé. C'est vraiment, ça a changé. Alors, c'est le capitaine qui dit ça. C'est incroyable quand même. Oui, parce que c'est vraiment un gars qu'on voulait aller chercher du côté de Bathurst pour se rendre le plus loin possible. D'ailleurs, ils sont rendus cette année-là en finale de la Coupe du Président. Cependant, pendant la série, si je ne me trompe pas, il a été suspendu. Il n'a pas pu terminer la série et le Titan s'est incliné dans la finale de la Coupe du Président cette année-là. Alors, il n'a pas pu apporter ce qu'il aurait aimé apporter à cette formation-là du Titan d'Acadie Bathurst. Et ça, et ce qui est complètement hallucinant, c'est que considérant qu'il n'y avait pas autant de talent que ça, ce gars-là, il a quand même fait le camp d'entraînement des sénateurs d'Ottawa. On l'a invité à faire le camp d'entraînement. Oui, pour ce que ce gars-là représentait, sa fougue, son leadership, puis on l'a vu jouer, évidemment, il était dans la cour des sénateurs avec les Olympiques de Hull, de Claude Julien. Sans doute que Claude a eu un mot à dire quand on l'a invité, quand on lui a lancé cette invitation-là. Alors, il aurait pu dire, au moins, j'ai eu mon invitation dans la Ligue nationale de hockey. Puis, c'est un gars qui me fait penser, il n'aura pas eu la même carrière parce que, bon, il n'a pas joué professionnel, mais il me fait beaucoup penser à ce que Steve Bégin a pu avoir comme cheminement. Il est parti de loin, n'avait pas un talent extraordinaire, mais à force de bûcher, a pu se rendre jusque dans la Ligue nationale. Et Bob Bissonnette, lui, n'avait pas cette opportunité-là, mais il avait une autre corde à son arc, celle de chansonnier. Puis ça, il l'a mené à bon port avec un talent que lui-même dirait encore une fois, même hockey ou même chansonnier, un talent limité. Oui, exactement. Et ce qui est hallucinant, les joueurs le reconnaissent. Il y a une séquence dans ce film-là qui donne des frissons, c'est quand on relate les derniers jours de Bob Bissonnette, où tu ne sais pas que tu vas mourir, mais tu appelles tes chums, tu dis « Hey, on a passé une belle soirée hier, c'était malade, c'était non bien le fun. » Et il raconte ça, puis il a appelé à peu près tout le monde. Et même le jour de son décès, il était avec le propriétaire des Capitales de Québec dans l'hélicoptère, puis M. Laplante, il dit c'était serein, tout allait bien, c'était vraiment le fun, on écoutait de la musique, c'était hallucinant. Alors, c'est une fin qui est pas banale, et j'entendais cette semaine, j'ai réécouté un épisode de La Poche Bleue avec Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, et il y avait Maxime Talbot comme invité. Maxime Talbot dit, ça fait 4 ans qu'il est mort, mais je pense qu'à chaque jour, je repense à lui, je me demande Bob ferait quoi dans telle situation? Alors, c'est hallucinant comment ce gars-là, on dirait qu'il est encore en vie, puis on parle des vedettes rock dans ces termes-là habituellement. Ben oui, absolument. Puis c'est le genre de vie qui menait à cette époque-là. Puis je vais toujours m'en souvenir parce que Bob était très présent sur les réseaux sociaux. Il était beaucoup sur Instagram. Il suivait mon compte Instagram. Tout ce que je mettais sur Instagram, il commentait ou il aimait et tout ça. Et vice-versa. Moi aussi, je voyais ses trucs sur Instagram.
Puis, je me souviens, c'est une longue fin de semaine, je pense que c'était à la fête du travail. Le samedi, je vois une publication sur Instagram. Il est dans l'hélicoptère avec le pilote, avec Michel Laplante. Ils s'en vont au Nouveau-Brunswick. Ils ont du fun et tout ça. Et je me souviens d'avoir dit à ma blonde, « Hey, Bob Bissonnette, il s'en va au Nouveau-Brunswick, il est en hélicoptère. Les gars, on va avoir du fun comme ça se peut même pas. » Puis, je pense que c'est le dimanche soir. Aux nouvelles de fin de soirée, drame épouvantable. Bob Bissonnette, ancien joueur de hockey, qui meurt dans un accident d'hélicoptère. J'en croyais pas mes yeux et mes oreilles à ce moment-là. Ça a donné tout un choc. Oui, effectivement. Et tu as dans les extras, parce que le film est excellent, le documentaire, mais si vous achetez le DVD, les extras, je les ai trouvés encore meilleurs. Parce que Je ne là, les ai pas vus parce que j'ai triché. J'ai regardé, ça jouait à TVA Sport, j'avais enregistré tout ça. Alors, je les regardais à la télé, mais je n'ai pas les extras. Donc, les extras, c'est un must. Ouais, ils ont duré, les extras, je pense qu'ils durent aussi longtemps que le film. Et là, tu as des témoignages. En fait, tout ce qu'ils n'ont pas pu mettre dans le film, parce que le film ne peut pas durer 3 heures, là, le réalisateur l'a mis dans les extras. Et tu as un gars comme Maxime Talbot qui, lui, jouait en Russie à ce moment-là, lorsque Bob Bissonnette est décédé. Et il raconte que le coach l'embarquait en fin de match pour qu'il compte un but, etc. Puis il a dit ça, c'est pour ton chum. Et là, Maxime Talbot, il dit, je me suis levé là, du banc. Je suis allé dans le bureau du soigneur de l'équipe qui avait toujours une bouteille de vodka, c'est en Russie. Là, il dit là, on s'en est versé, puis j'en ai pris plusieurs verres. Et les gens racontent qu'ils se sont rassemblés chez Joe Bidon, qui était le meilleur ami de Bob Bissonnette. Comment tout ça est arrivé? Et ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, il y a une fondation Bob Bissonnette et il y a des gens qui travaillent activement pour que Bob réalise le rêve, il n'est même plus là, mais le rêve de jeunes joueurs de hockey qui n'ont pas d'argent pour s'acheter de l'équipement, quelqu'un qui veut un studio de radio, des trucs dans ce genre-là. Et c'est comme ça qu'il reste vivant. Son meilleur ami, Joe Bidon, que je vois ça, je lui ai fait une demande d'amitié Facebook, mais je le vois qui est impliqué à fond la caisse dans cette fondation-là. C'est incroyable encore comment il fait du bien aux gens, même 4 ans après son décès. Oui, puis je pense aux erreur, les comptes Instagram, Facebook et tout ça, ça fonctionne encore pour Bob. Oui. Ils ont, de façon régulière, je pense qu'on envoie des trucs sur les réseaux sociaux. On veut garder sa mémoire vivante, puis je pense que présentement, on fait un très bon travail de le faire, surtout avec la création, comme tu viens d'expliquer, de la Fondation, pour venir en aide aux jeunes qui n'ont peut-être pas l'opportunité financièrement de pouvoir faire du sport. Alors ça, c'est chapeau à la gang de chums et l'entourage de Bob Bissonnette de pouvoir perpétuer là, cette mémoire-là d'un gars franc, d'un gars honnête, d'un gars authentique. Tu m'as parlé de Steve Bégin parce que tu l'as côtoyé aussi, j'imagine, lorsqu'il était à Val-d'Or, c'est ça? Oui, à Val-d'Or, quand je faisais les matchs des Foreurs, l'année qu'ils ont gagné la Coupe du Président en 98, il était le capitaine de la formation. Donc, oui, j'ai bu dans la Coupe du Président ce soir-là avec Steve Bégin, avec le numéro Ça, comme commentateur de hockey, puis on peut t'entendre tous les matins encore au 107.7 Estrie. C'est des moments qui sont vraiment privilégiés de pouvoir côtoyer ces gens-là qui sont un peu d'exception. Après, on ne le sait peut-être pas sur le coup, mais après coup, d'avoir pu côtoyer ces gens-là, c'est incroyable. Oui, bien, la première année, comme descripteur de hockey, c'est à Val-d'Or et c'est l'année que les Foreurs ont gagné la Coupe du Président. Donc, ça partait bien. Ça partait bien. Tu gagnes la Coupe à domicile, l'aréna est pleine. Tu as des gars qui, par la suite, sont allés dans la Ligue nationale pour connaître une belle carrière, comme Steve Bégin, comme Jean-Pierre Dumont, comme Roberto Luongo, qui est maintenant à la retraite. Il va être un gardien de but, fort possiblement élu au Temple de la renommée du hockey d'ici quelques années. Alors ça, c'est des mémoires, c'est des souvenirs impérissables. Après ça, avec les Olympiques de Hull, tu te retrouves avec un gars comme Bob Bissonnette, avec un gars comme Maxime Talbot, Michael Ryder, Claude Julien qui était là comme entraîneur-chef pour sa dernière année. Puis plein d'anecdotes qui viennent avec ça, avec ce que Claude Julien pouvait avoir comme conversation avec moi. C'est des choses que tu n'oublies jamais. C'est quoi? Je sais qu'il a déjà été dur avec toi à un moment donné parce que tu jouais les gérants d'estrade puis il t'avait ramassé aussi. Là, je me souviens que tu avais raconté ça, ça fait partie. Les coachs n'aiment pas ça, mais des fois, un journaliste qui a quelques années d'expérience va s'essayer. Ton gardien de but, tu n'aimais pas mieux prendre lui que prendre lui. Et en série, il venait de perdre. Là, il était vraiment frustré. Puis il m'avait répondu « Ah, tu aurais fait ça, toi, Marc, tu aurais fait ça. » Mais juste vous montrer à quel point la grandeur de l'homme qui est Claude Julien,
Plus tard, à l'hôtel, tu es venu me voir dans le lobby, m'avait mis la main sur l'épaule, Marc, ici. Je vais juste te dire que, bon, je voulais pas te dire ça comme je l'ai fait tantôt dans le vestiaire. Écoute, j'étais à fleur de peau et tout ça. Alors, j'espère que tu m'en veux pas. Écoute, alors, Incroyable. Le pire, sans c'est que là, s'excuser, sans dire je m'excuse, elle était venue, tu sais, un peu me réconforter parce qu'elle avait vu que je te restais bête un peu de ce qu'il m'avait répondu à ce moment-là. Fait que ça, c'est le souvenir que je garde de Claude Julien. Et moi, j'ai été toujours un ardent défenseur de Claude Julien et je le suis encore. Il y a oui, des fans du Canadien qui disent il est dépassé, il n'a jamais fait ci, il n'a jamais fait ça. Mais il a gagné une Coupe Stanley avec les Bruins de Boston. Il a gagné une Coupe Memorial avec les Olympiques de Hull à l'époque. Alors, moi, je pense que son CV est assez bien garni, Claude Julien. Puis je pense que c'est encore quelqu'un qui peut amener, sans dire le Canadien très loin, il peut les amener à faire un bon bout de chemin, même encore cette année, je pense. ah oui, alors les séries vont commencer bientôt. C'est drôle de Ouais, dire ça au mois d'août, ouais. mais alors, penses-tu que le Canadien a vraiment des chances contre Pittsburgh? Ben honnêtement, non. T'sais, sur papier, le Canadien n'a pas de chance contre les Penguins de Pittsburgh, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, Une blessure à un joueur clé des Penguins. Ils ont deux gardiens de but. Il y en a un qui est une énigme, Matt Murray, soit très bon ou soit très mauvais. ouais, Ou un jeune en Tristan Jarry. Tu ne sais pas ce qui peut arriver avec ce gars-là. Il y a un de ces deux-là qui peuvent se blesser. Carey Price peut voler un ou deux matchs et ça change la donne. ouais. Alors, une série 3 de 5, tout peut arriver. Et sans dire que je pense que le Canadien va gagner, mais je pense que le Canadien pourrait donner des mots de tête. Je dis bien Aux pourrait. Pingouins. Mais Pittsburgh s'entraîne depuis plusieurs jours. Ils ont l'air vraiment en mission dans leur tête. Je pense qu'eux autres, ils réalisent que c'est l'année ou jamais pour en gagner une dernière. Et moi, j'aimerais beaucoup que le Canadien gagne, mais j'ai l'impression que Pittsburgh va les pulvériser. Et j'aimerais que le Canadien gagne, mais ils semblent vraiment psychologiquement à Pittsburgh, on semble être en mode Coupe Stanley, mais vraiment parce que ça repassera peut-être pas. Les joueurs vieillissent aussi. Il va peut-être avoir des transactions, question de masse salariale aussi à un moment donné. Il ne faut pas oublier que c'est le club qui a fini numéro 5. Le Canadien est rentré par la porte d'en Ah arrière en oui, deuxième position aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Puis de toute façon, si le Canadien s'incline contre les Pingouins, bien, il y a une chance de peut-être avoir le premier choix au repêchage, Alexis Lafrenière, avec d'excellentes chances dans le bouillier, plusieurs boules dans ce fameux bouillier-là pour la prochaine phase du repêchage. Alors, incroyable. il n'y a rien de perdu pour le Canadien. Non, effectivement. Alors, on va souhaiter de bonnes séries aux amateurs qui vont pouvoir écouter d'autres choses que des reprises de la Coupe Stanley 93. Hein. Ça va être très agréable au moins pendant une semaine. Ouais. Je te remercie infiniment, Marc. Merci d'avoir partagé ces moments précieux avec Bob Bissonnette. J'invite les gens à se procurer le DVD. Parfois, il pleut. Vous allez avoir le temps de regarder ça. Écoutez sa musique aussi. Oui, écoutez sa musique, vraiment, qui est disponible. Vous pouvez encore aller acheter les CD. Je les ai vus en vente. Alors, oui, c'est Sur toutes les plateformes ou à peu près, là. oui, 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 effectivement. Alors, allez télécharger ça. Vous allez voir qu'il a mis quand même de l'argent là-dedans. Il a mis de l'énergie. Moi, il y a des chansons que je réécoute, que j'aime beaucoup. La dernière, Le Roi de la Glace, je la trouve bonne. C'est représentatif des jeunes couples. Là, Junior, moi, je repensais à ça. Je disais, mon Dieu, que c'est vrai. C'est tellement comme ça que ça se passe la plupart du temps. Alors, gros merci et au plaisir de se revoir bientôt. En attendant, on peut t'écouter, toi, au 107.7 Estrie, tous les matins à que l'Estrie se lève. Merveilleux. On vous attend dès 5h30 le matin. Merci et bon été. Salut, pareillement. Bye bye, Jenny. Merci à tous. Vous avez été très nombreux. On a eu un petit problème d'écran avec Facebook. Je vous salue. Je n'ai pas lu vos commentaires, mais soyez assurés que je vais aller regarder tout ça. Merci. Je veux vous saluer. Alors, André Gauthier, mon chum André, qui était à l'écoute, Jean-Christophe Girard également, Steve Gosselin, Sylvain Perrault, ben oui, des joueurs de hockey, des gens qui carburent au hockey, Éric Dosti, Patrick Charbonneau. Ça a été très agréable de vous avoir là. Je vais aller lire vos commentaires un petit peu plus tard. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Midi Livre. Les épisodes de Bienvenue chez Malo vont revenir également très bientôt. On est en mode ajustement, en mode estival, mais j'aurai plusieurs invités à vous présenter. Bye bye!